La cour d'appel n'a pas tout rendu. La justice ne rend jamais tout. Mais elle a reconnu l'essentiel. L'accident n'avait pas seulement produit des blessures, il avait déplacé toute une vie. Maître Gerbi, ça fait longtemps qu'il nous raconte ses histoires de procès. Elles sont toutes plus prenantes les unes que les autres. C'est toujours passionnant d'avoir un œil à l'intérieur, de comprendre la justice, son fonctionnement, d'entendre comment on défend une victime. Car Maître Gerbi est avocat, et il a fait un choix. Il ne défend que des victimes. L'an dernier est née l'idée de ce podcast. Vous racontez l'évolution, de l'arrivée du client jusqu'au verdict. Vous avez été nombreux à nous suivre tout au long de la première saison. Voici la seconde saison de Hervé Gerbi raconte. Aujourd'hui, l'histoire de Dany. On croit souvent que les histoires de victimes commencent dans les faits divers. Un crime, une audience de cour d'assises, des enquêteurs, des avocats, des verdicts. Mais être victime, ce n'est pas seulement cela. C'est parfois une histoire qui commence beaucoup plus simplement. C'est un trajet ordinaire, une journée comme les autres, un accident qu'on aurait pu croire banal, une chute, un choc, une seconde d'inattention, un geste qui dérape et puis tout bascule. Parce qu'un accident, même lorsqu'il paraît petit de l'extérieur, peut prendre toute la place dans la vie de celui qui le subit. Il y a la douleur, bien sûr, le corps qui ne répond plus comme avant, les soins, les rendez-vous, la fatigue. Mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, la peur, l'incompréhension, les démarches, les papiers, l'argent, le travail, la famille, le regard des autres. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire de Dany. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un accident, mais c'est l'histoire d'une femme confrontée à l'après, à ce que l'on perd, à ce que l'on tente de reconstruire, à ce que signifie vraiment devenir victime dans une société qui ne sait pas toujours regarder les victimes autrement qu'à travers les grandes affaires judiciaires. L'histoire de Dany rappelle que derrière chaque dossier, chaque certificat médical, chaque procédure, il y a une vie. Une vie interrompue, bouleversée, parfois méconnaissable, et c'est cette vie-là que je vais vous raconter. Le dossier commence officiellement le 27 juillet 2008. Pour moi, il commence en réalité le 14 septembre 2010. Ce jour-là, Dany entre au cabinet. Elle s'installe à côté de moi sur cette petite table que j'avais à l'époque, cette petite table ronde que le Covid a fait disparaître. Dany n'a pas encore l'allure de quelqu'un qui veut engager une procédure. Elle dit qu'elle vient pour des renseignements. C'est une phrase fréquente. Les victimes la prononcent souvent quand elles ne savent pas encore si elles ont le droit de demander une indemnisation. Elle arrive avec une chemise cartonnée. Pas un dossier bien classé, plutôt une accumulation de preuves. Des comptes rendus d'hospitalisation, des ordonnances, des arrêts de travail, des courriers d'assurance, des radios, des certificats médicaux. Elle s'assoit. Elle pose la chemise sur le bureau. Elle ne commence pas par parler d'argent. Elle parle d'abord de sa douleur. Puis elle parle de son travail. Et enfin, elle parle de voile. « Je voudrais savoir ce qu'on peut faire, me dit-elle. L'assurance reconnaît, je crois, mais je ne comprends pas ce qu'ils vont prendre en compte. » Je lui dis, on va reprendre depuis le début. Depuis avant même l'accident, car c'est toujours par là qu'il faut commencer. Dans un dossier de dommages corporels, l'accident ne suffit pas. Il faut connaître la vie d'avant, sinon on ne comprend pas ce qui a été perdu. Dany est infirmière libérale. Elle vit seule. Elle a une sœur très présente, Michel. Elle a une maison à Volnavez-le-Haut, un jardin, des patients pour qui elle a beaucoup d'affection, des habitudes, un train de vie, et surtout, elle a la mer. Les Glénans reviennent très vite dans la conversation. Pas comme un loisir, pas comme une activité de vacances, mais comme un élément central de sa vie. Elle navigue depuis longtemps. Elle encadre, elle transmet. Elle a organisé son rythme de travail autour de cette passion. Dans les pièces du dossier, on retrouvera son CV d'adhérente au Glénan, des coupures de presse, un journal de bord, des photographies, des attestations. Elle dira qu'elle consacrait jusqu'à 20 semaines par an à la voile. Ce jour-là, dans mon bureau, je comprends une chose. Ce ne sera pas seulement un dossier de code fracturé. Ce dossier sera le dossier d'une vie dont toute l'organisation ne tient plus comme avant. Revenons en arrière, 2 ans plus tôt. Nous sommes le 27 juillet 2008. Dany est chez une amie. Elle descend d'une mezzanine. L'escalier est un peu étroit.
Elle se tient à une corde. La corde cède. Dany tombe. La scène est courte. Dans tout le dossier, elle tient en quelques lignes. Chute d'une mezzanine, corde rompue, domicile d'une amie, assuré par la Massif. Le corps, lui, dira plus longtemps encore les choses. À l'arrivée à l'hôpital, les médecins constatent un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme thoracique, des fractures de côte droite, un hémopneumothorax droit drainé et une contusion hépatique. Dany connaît ces mots. Elle en connaît parfaitement le sens, elle est infirmière. Elle sait ce que veut dire un drain. Elle sait ce que veut dire une douleur thoracique. Elle sait ce que les médecins ne disent pas toujours dans les premières heures. Ce genre de traumatisme peut laisser des traces longues. Le 5 août 2008, elle sort de l'hôpital. Le compte-rendu note déjà, avec insistance, une prise en charge difficile des douleurs, malgré un traitement antalgique maximal. Dans un dossier, ce genre de phrase sur l'importance de la douleur est toujours, pour l'avocat que je suis, un signal. C'est une phrase que je souligne, c'est une phrase que je garde, c'est une phrase qui annonce que cette douleur ne va pas disparaître simplement parce que l'hôpital laisse sortir la patiente. Dany rentre donc chez elle. Elle a besoin d'aide, on prescrit un lit médicalisé, des traitements, une aide ménagère. Elle doit faire attention à ses efforts, les éviter et reprendre son souffle. Le thorax commande tout. Se lever, s'habiller, tousser, dormir, porter un sac, fermer une fenêtre. Chaque geste devient une question. Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que ça va déclencher la douleur ? Est-ce que je vais tenir cette douleur ? La sœur de Dany, Michel, prend une place essentielle. Michel, ce n'est pas seulement la sœur qui appelle pour prendre des nouvelles. Elle aide dans les démarches. Elle soutient, elle organise. Elle rassure quand elle peut, elle devient le point fixe. Parce qu'en réalité, Dany vit seule et ça change tout. Quand on vit seul, le handicap ne se répartit pas naturellement dans la maison. Il n'y a pas quelqu'un qui prend le panier de linge sans qu'on le demande. Il n'y a pas quelqu'un qui porte les courses. Il n'y a pas quelqu'un qui taille une haie parce qu'il voit qu'elle pousse. Michel est là, mais elle ne peut pas remplacer la vie quotidienne. Plus tard, elle apparaîtra dans la procédure comme victime par ricochet. Les pièces diront qu'elle a accompagné sa sœur dans les soins, les visites, les démarches administratives, la gestion de son cabinet d'infirmière, l'entretien de l'habitation, la rééducation dans le nord de la France. Dans les dossiers civils, on appelle cela des troubles dans les conditions d'existence. En réalité, et plus simplement, on peut dire que l'accident est entré aussi chez la sœur de Dany. Les mois passent. Dany ne récupère pas normalement. Elle doit être à nouveau hospitalisée pour une infection pulmonaire grave. La rééducation n'y fera rien, la kinésithérapie n'y fera rien, et les consultations vont s'enchaîner jusqu'à ce que soit décidé de réaliser le 15 mai 2009, à Lille, une intervention chirurgicale particulière, une thoracotomie droite avec décortication pleurale et ostéosynthèse d'un volet costal. La formule est technique, mais en clair, on ouvre le thorax, on intervient sur la plèvre et on va fixer les côtes avec du matériel. Ce n'est donc pas une petite chirurgie. C'est une chirurgie d'ailleurs assez rare et pour avoir discuté avec beaucoup de médecins, c'est une chirurgie que la plupart n'ont jamais vue. Après cette chirurgie, Dany séjourne dans sa famille. On prescrit de la kinésithérapie respiratoire, des antalgiques, des anti-inflammatoires, une aide à la toilette, une aide ménagère. La douleur devient chronique. Cette douleur revient en permanence dans les certificats. Elle revient dans les ordonnances. Elle revient dans les hospitalisations. Elle revient dans les mentions des arrêts de travail. Cette douleur finit par devenir en réalité le centre du dossier. Avant l'accident, Dany travaille donc comme infirmière libérale. Elle exerce en secteur rural. Elle va de maison en maison. Elle réalise des soins techniques, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, des soins de nursing. C'est-à-dire qu'elle fait des toilettes. Elle fait des aides aux patients dépendants. Elle a beaucoup de gestes physiques
des postures difficiles. C'est ce point qui deviendra l'un des débats du dossier. L'expert judiciaire dira plus tard que les soins infirmiers simples restent possibles. Pansement, prélèvement, injection, perfusion, et que les soins supposant des déplacements en montagne et des nursing sont devenus impossibles. Pour l'assureur, cette nuance ouvre une porte. Si certains soins restent possibles, alors la perte professionnelle doit être limitée. Pour Dany, c'est un raisonnement de papier. Son métier ne se découpe pas en gestes isolés. Une infirmière libérale ne peut pas choisir uniquement les patients qui ne demandent aucun effort. Elle ne peut pas bâtir une tournée viable en supprimant les soins lourds. Elle ne peut pas dire « je ferai les injections mais pas les toilettes, pas les déplacements pénibles, pas le nursing ». Dans notre dossier, nous produirons des éléments pour démontrer que le nursing représentait 70% de l'activité. En appel, puisqu'il y aura une procédure d'appel, une remplaçante attestera que l'activité des soins infirmiers, des soins de nursing, représente 70% de l'activité du cabinet. Et le 14 septembre 2010, lors de ce premier rendez-vous, tout cela n'est pas encore construit. Dany le dit très simplement. « Je peux peut-être encore faire un pansement, et je ne peux plus faire mon métier. » Dany, il va falloir le prouver. Pas seulement le dire, mais le prouver. Au premier rendez-vous, je note autre chose. Dany parle de la voile avec une précision presque professionnelle. Elle ne dit pas « j'aimais naviguer », elle dit « j'encadrais » et elle m'évoque ce nom qui parle à tous les navigateurs, les Glénans. Elle m'a raconté ses stages, ses nombreuses traversées, ses semaines en mer. Elle m'explique qu'elle avait organisé sa vie autour de cette activité. Elle travaillait mais avait gardé du temps pour naviguer. Elle avait construit un équilibre entre le soin et la mer. En droit, on appellera ça le préjudice d'agrément. Le mot paraît faible, il donne l'impression qu'on parle d'un loisir parmi d'autres, mais ici, la voile pour Dany n'est pas un passe-temps, c'est un véritable élément de structure. La voile impose un corps fiable, un thorax qui suit, des bras qui tirent, une respiration qui tient, une capacité à réagir vite, une confiance dans les gestes. Or, Dany n'a plus cette confiance. Elle ne peut plus monter à bord en se disant qu'elle pourra assumer si le vent monte, si un équipier panique, si une manœuvre devient urgente. Infirmière libérale, elle devait pouvoir répondre présente chez ses patients, et monitrice de voile, elle devait pouvoir répondre présente à bord. Dans les deux cas, il y a un engagement, une responsabilité physique. Et dans les deux cas, la douleur imprévisible change tout. Après ce premier rendez-vous, Dany revient souvent, presque tous les mois. Elle appelle, elle demande où en est le dossier, elle apporte une pièce, elle veut relire, elle veut comprendre, elle veut savoir ce que l'assurance répond, elle veut être certaine qu'on n'oublie pas le jardin, ni la sœur, ni les Glénans. Elle est très en demande. Alors, il faut le dire correctement, Dany n'est pas une cliente difficile. C'est une victime qui a perdu ses repères. Une femme seule, habituée à maîtriser sa vie, son métier, sa maison, ses navigations. Et soudain, tout dépend de médecins, d'assureurs, d'experts, de juges. Mon travail, le travail de l'avocat, consiste alors à remettre de l'ordre. On classe les blessures, les hospitalisations, les arrêts de travail, le cabinet infirmier, la sœur, le jardin, la voile. Le dossier prend forme et chaque pièce doit répondre à une question. La corde a-t-elle cédé ? Oui. L'assureur reconnaît-il le principe de l'indemnisation ? Oui, il écrit qu'il accepte la prise en charge intégrale du préjudice sans limiter le droit à indemnisation. L'état médical est-il consolidé ? Au moment où je la vois, pas encore. Le travail est-il compromis ? Oui, mais il faudra le démontrer. La voile est-elle un simple loisir ? Non, mais il faudra le démontrer. Le jardin est-il un confort ? Non, mais il faudra le démontrer aussi. Dans ce dossier, rien ne devra rester au stade de l'évidence, parce qu'au tribunal, l'évidence ne suffit pas. Après une procédure de désignation d'un expert indépendant, nous sommes convoqués à une réunion d'expertise le 9 juin 2011. Il est 10h30 dans ce petit cabinet du 15 rue Paul Janet à Grenoble. Ce n'est pas une salle d'audience,
Ce n'est pas encore le procès, mais dans un dossier de dommages corporels, l'expertise médicale est souvent plus décisive qu'une audience. Dany est là, face à elle, l'expert judiciaire désigné par le tribunal. Autour de la table, le docteur Michel, assistant l'assurance qui doit indemniser. Le docteur Alain, qui est notre assistant technique, et puis moi, l'avocat de Dany. Le rapport mentionnera précisément cette première réunion du 9 juin 2011, puis une seconde réunion le 28 novembre 2011, alors que l'expert a sollicité un avis psychiatrique confié à un médecin psychiatre indépendant. L'ambiance au cours de l'expertise est calme. Dans une expertise, en réalité, et normalement, personne ne crie. Personne ne tape du poing. Personne ne dit frontalement « je ne vous crois pas ». On demande, on note, on vérifie. Dany doit raconter son corps devant des gens qui vont ensuite le découper en postes de préjudice. Le thorax, les douleurs, la fatigue, le sommeil, le travail, la voile, le jardin. Tout doit passer par la table. L'expert l'interroge. « Madame, nous allons reprendre depuis l'accident. » Dany raconte. « Je descendais d'une mezzanine, je me suis tenu une corde, elle a lâché. » Dany ne dramatise pas. Elle raconte les choses comme une infirmière, avec des dates, des mots médicaux, des étapes. Elle connaît parfaitement le vocabulaire, elle connaît les gestes, elle sait, encore une fois, ce que signifie une thoracotomie, une ostéosynthèse. Mais là, elle ne parle pas d'un patient. C'est d'elle-même dont elle parle. Le docteur Michel, pour la compagnie d'assurance, l'interroge. « Mais quelles sont vos douleurs principales ?» Le thorax. À droite, c'est imprévisible parce que je dois m'allonger, je ne peux pas rester longtemps dans la même position, je ne peux rien porter. Le mot important de toute l'expertise est là. Imprévisible. Une douleur prévisible, on s'organise, mais une douleur imprévisible, on perd la main. Dany explique qu'elle doit choisir ses vêtements selon ce qu'elle peut enfiler sans trop bouger le thorax. Qu'elle a peur de tomber, qu'elle utilise des traitements lourds, des emplâtres, de la stimulation électrique, qu'elle doit demander de l'aide pour des gestes simples. Ce ne sont pas de simples détails. Chaque détail, en réalité, est une pièce qui constitue le dossier. L'expert judiciaire l'interroge. « Et votre activité professionnelle, comment voyez-vous les choses ?»« Bien, dit Dany, je suis infirmière libérale. J'ai d'abord repris à mi-temps et puis j'ai dû arrêter. » Le rapport de l'expertise judiciaire reprendra la totalité de la chronologie. Arrêt total de l'activité après l'accident, tentative de reprise à mi-temps thérapeutique, puis nouvel arrêt. Le cabinet avait été fermé totalement pendant 1 an, puis rouvert avec une remplaçante, mais la situation professionnelle était déjà fissurée. L'enjeu est simple. L'assureur peut soutenir que Dany peut encore faire des soins simples, pansement, prélèvement, injection. Et Dany ne travaillait pas dans un manuel de formation, elle travaillait sur le terrain, c'est concret, c'est précis. Elle se déplaçait, elle rentrait chez les patients. Elle faisait ce nursing, elle exerçait en milieu rural, en montagne, avec ses déplacements. Il faudra, lui dis-je, distinguer ce qui est possible en théorie et ce qui est viable dans l'exercice réel du cabinet. Je vous demande non pas de réfléchir selon le métier d'infirmière libérale, mais je vous demande de réfléchir selon le métier tel que Dany l'exerçait, d'être concrète et non pas abstraite. Et c'est là que se joue tout le dossier. Une infirmière libérale ne peut pas bâtir une activité seulement avec les gestes les moins pénibles. Elle ne peut pas dire aux patients dépendants « je fais la piqûre mais pas la toilette ». Elle ne peut pas dire « je viens si la maison est facile d'accès ». Elle ne peut pas dire « je travaille mais sans porter, sans me pencher, sans monter, sans conduire trop longtemps ». Dans un dossier comme celui-ci, l'assureur cherche souvent à isoler ce qui reste possible. Nous devons nous montrer que ce qui reste possible ne suffit pas à faire tenir la vie professionnelle. Et vos activités de loisirs ? Interroge l'expert judiciaire. Je n'ai pas repris la raquette, je n'ai pas repris la randonnée, répond Dany, et surtout je n'ai pas repris la voile. Vous pratiquez régulièrement ? Oui, bien sûr, au Glénange, encadré. À cet instant, il faut faire comprendre à l'expert que le mot voile ne suffit pas.
Dany n'était pas quelqu'un qui louait un bateau de semaine d'été. Elle avait un parcours, un CV d'adhérente au Glénan, des coupures de presse, des transats, des photos, des attestations. Elle pratiquait comme monitrice, avec une intensité que l'on rappellera ensuite dans l'ensemble de la procédure, 20 semaines par an consacrées à la voile. Elle avait une fonction à bord. Elle devait pouvoir réagir physiquement. La douleur thoracique et son caractère imprévisible changent tout. C'est le cœur du préjudice d'agrément. Ce n'est pas une question de promenade. C'est une activité spécifique, régulière, structurante dans la vie de Dany. Sur le bateau, quand il faut agir, on agit et Dany ne peut plus garantir cela. Et puis, dans toutes nos conversations, il y a Michel, la sœur. Elle revient très régulièrement dans le propos. La sœur de Dany est médecin du travail, elle vit dans le Nord. Elle n'est pas là tous les jours, mais elle intervient dès qu'il faut apporter de l'aide, des soins, aider pour des démarches, des déplacements, répondre aux inquiétudes de sa sœur. On la qualifiera juridiquement de victime par ricochet, on y expliquera qu'elle a soutenu et accompagné sa sœur. Ce jour-là, dans la salle d'expertise, elle n'est pas forcément assise à côté de Dany, mais elle est dans chaque réponse. Quand Dany dit « je ne peux plus porter », cela veut dire « quelqu'un doit porter ». Quand Dany dit « je ne peux plus gérer seul », cela veut dire « Michel reçoit un appel pour m'aider à gérer ». Quand Dany dit « je ne comprends pas ce courrier », cela veut dire « Michel relit ». Le dommage corporel ne s'arrête jamais au corps de la victime, il déborde ce corps. Le 28 novembre 2011, lorsque nous faisons la deuxième réunion d'expertise, Dany a entre-temps eu l'expertise psychiatrique. L'expert psychiatre conclut un état dépressif moyen et réactionnel, imputable à l'accident, et relève une incidence professionnelle de cet état psychiatrique. L'expert judiciaire va intégrer cet avis sans pour autant laisser le psychisme absorber le reste. Le dossier demeure d'abord celui de séquelles thoraciques, de douleurs persistantes, d'une activité professionnelle atteinte et d'une vie quotidienne totalement diminuée. Le ton de la deuxième réunion est différent. La première fois, on découvre, on explore, on pose des questions. La deuxième fois, on débat, on évalue. Les médecins connaissent le dossier, les positions se dessinent, les questions deviennent plus précises. Ainsi, le docteur Michel, pour la compagnie d'assurance, interrogera sur les soins infirmiers. Il va falloir que vous justifiez de la répartition exacte des tâches, madame. Nous produirons les éléments utiles. C'est une phrase sèche, mais elle annonce la suite. L'assureur va contester. Pas tout, mais assez. Il va contester les proportions. Il va contester le jardin, il va contester l'avenir professionnel, il va contester le niveau du préjudice d'agrément. Le dossier passe donc du niveau médical à un niveau probatoire. Il va falloir prouver que la vie d'avant existait bien. L'expert, dans son pré-rapport, dessine déjà la discussion que nous aurons. Je lis ce pré-rapport ligne par ligne. Je cherche les mots dangereux. Je les trouve. Soins simples, possibles. Pas de contre-indication formelle. Aide ménagère limitée. Activité reprise partiellement. Dans un dossier corporel, une phrase peut changer une indemnisation. Nous allons faire ce que l'on appelle des dires, des observations écrites et reprendre point par point. Ne pas laisser réduire la voile à un loisir. Ne pas laisser la douleur chronique devenir une plainte sans preuve, ne pas laisser la sœur disparaître, ne pas laisser le jardin devenir une coquetterie, ne pas laisser croire que Dany peut reprendre son métier parce qu'elle peut encore faire une injection. C'est à cela que servent les observations écrites que j'adresse à l'expert qui va déposer son rapport le 12 janvier 2012. Le rapport est une base. Dany le lit, elle comprend que certaines choses sont reconnues, mais elle voit aussi ce qui reste à discuter. Les rendez-vous continuent à s'enchaîner au même rythme, quasiment tous les mois, avec la même
Interrogation, vont-ils m'indemniser correctement ? Maintenant, ils vont discuter, je lui réponds. Encore ? Oui. On est passé de l'évaluation médicale, maintenant, à la discussion sur les montants indemnitaires. L'assureur fait son offre, elle est discutée, forcément partielle, et nous prenons la décision avec Dany de poursuivre le combat sur la voie judiciaire. Elle sait, à ce moment-là, que nous avons sans doute encore au moins 4 ans de procédure judiciaire devant nous. Mais le débat est simple. Quelle indemnisation pour une infirmière qui ne peut plus exercer comme avant ? Quelle indemnisation pour une clientèle perdue ? Quelle indemnisation pour une retraite réduite ? Quelle indemnisation pour une aide à domicile ? Quelle indemnisation pour le jardin ? Quelle indemnisation pour la voile ? Quelle indemnisation pour la sœur Michel ? Nous portons donc cette affaire devant ce qui est aujourd'hui le tribunal judiciaire de Grenoble, le tribunal de grande instance de Grenoble. L'affaire est portée en première instance et nous débattons d'abord du jardin. Le jardin paraît secondaire, en réalité il ne l'est pas. Je vous rappelle que Dany vit seule à Vol-la-Vélo, qu'elle a un terrain d'environ 600 à 700 mètres carrés, qu'elle entretient elle-même avant l'accident. Elle a le plaisir de le tondre, de tailler, de désherber, de planter, d'évacuer les déchets. Tous ces gestes physiques du week-end ou des quelques congés qu'elle peut s'accorder quand elle n'est pas à pratiquer la voile. Après l'accident, ces gestes sont devenus impossibles. Nous avons donc versé le devis d'un paysagiste et des attestations. Des attestations de ses proches. Karine qui dira que régulièrement Dany entretenait jusqu'à l'accident son jardin elle-même. Michel qui va décrire les gestes devenus impossibles. Jacques qui parlera d'un jardin méticuleusement entretenu en toute saison. Boris qui évoquera tout le temps consacré avec Dany à admirer la beauté de ce jardin. Parce que ce jardin, c'est un extérieur à l'image de Dany, résume Marilus. En première instance, ce poste va être rejeté. Pourquoi ? Parce que Dany ne va pas produire de facture suffisante d'un professionnel. Nous n'aurons qu'un devis et pas de facture. Et c'est là que le débat juridique va être intéressant. Est-ce qu'une victime doit prouver qu'elle a payé pour être indemnisée ? Ou est-ce qu'elle doit seulement prouver qu'elle a besoin ? Pour nous, la réponse est claire, le besoin suffit. Sinon, on crée une règle absurde. Seuls ceux qui ont les moyens d'avancer l'argent peuvent être indemnisés. Pendant que le jardin se construit par attestation, les Glénans deviennent un dossier à part entière. Le CV d'adhérent, les coupures de presse, le journal de bord, les photographies, les attestations, les passeports de voile, les témoignages de moniteurs, l'assureur va soutenir que Dany aurait de toute façon été trop âgé pour continuer l'encadrement. C'est un argument fréquent. L'âge avançant, la vieillesse. Il a l'air raisonnable, mais il ne l'est pas forcément. Alors on va produire les attestations de navigateurs chevronnés et plus âgés. Un moniteur de 64 ans qui continue à encadrer, une navigatrice de 70 ans, des moniteurs de 72 ans, des encadrants qui continuent à prendre la mer, à former, à transmettre, sans compter l'âge. Il ne faut pas seulement dire qu'elle aimait la voile. Il faut montrer qu'elle avait un projet crédible de continuer. Le préjudice d'agrément est souvent traité rapidement dans les dossiers. Ici, il ne peut pas l'être. Dany avait organisé sa vie autour de ces deux activités physiques qui étaient son métier d'infirmière libérale et la navigation. Dans les deux cas, il faut être fiable. Fiable pour un patient, fiable pour un équipage. Et après l'accident, cette douleur ne rend aucun geste fiable. Le 6 juin 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble rend son jugement. Sans aucune surprise. Le coût d'entretien des espaces verts est rejeté. Le préjudice d'agrément est reconnu, mais il est limité. Enfin, le préjudice professionnel est très largement minoré. Ils ont rejeté le jardin, m'interroge Dany. Oui. Parce que je n'ai pas de facture ? Oui.
Si je n'ai pas de facture, c'est aussi parce que je ne pouvais pas payer. C'est exactement, Dany, ce que nous allons soutenir en appel. Et la voile. Ils l'ont reconnu, mais pas assez. On continue. Derrière cette phrase, on continue, c'est toute la confiance de Dany qu'elle remet entre mes mains et entre les mains de l'ensemble des collaborateurs de mon cabinet. Elle ne lâche pas. Elle est fatiguée, mais elle ne lâche pas. L'appel, ça n'est pas un deuxième premier procès. Il faut choisir d'autres angles. Ici, il y a donc 3 axes qui s'imposent. Le travail, montrer que la perte professionnelle n'est pas théorique. Le jardin, faire reconnaître le besoin avant même la facture. Et la voile, convaincre ainsi que le préjudice d'agrément a un caractère exceptionnel. Cette fois, il faut que la Cour voie ce que le tribunal n'a pas vu, avec des preuves. 3 avril 2018, Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre civile. La Cour est composée du président Gérard Dubois, de Madame Lamoine et de Monsieur Gravin. Ce sont des magistrats que je connais bien, qui sont affûtés dans la question du dommage corporel. Le président Dubois a une longue carrière déjà derrière lui. Il était d'ailleurs connu pour avoir été un magistrat exceptionnel devant les juridictions correctionnelles. En appel, le dossier est connu, la Cour a déjà les écritures et elle attend simplement que nous puissions répondre aux questions qui nous sont posées. L'arrêt va être rendu quelques mois plus tard, le 5 juin 2018. C'est un succès. C'est un succès parce que, pour le jardin, le besoin est reconnu. Sur la base du devis que nous avions présenté, la Cour reconnaît qu'effectivement on n'impose pas à une victime de commencer à financer son préjudice, puisque c'est tout le propre de l'indemnisation. Et donc sur la base de ce devis, les besoins d'aide pour le jardin sont indemnisés. Pour l'activité professionnelle, la perte de chance de poursuivre son activité et donc d'avoir des revenus et de constituer une retraite assise sur ses revenus est parfaitement reconnue par la Cour d'appel et indemnisée comme telle. Enfin, il y a les Glénans. La Cour a vu que l'accident n'avait pas seulement cassé des côtes, elle avait changé toute une organisation de vie. Quand j'appelle Dany, que je lui dis que l'arrêt est rendu, qu'elle va être indemnisée pour la pratique de la voile à une hauteur exceptionnelle dans un dossier. L'indemnisation que nous obtenons pour Dany est à la hauteur de l'investissement qu'elle a eu vie entière dans la pratique de cette activité. Lorsque j'annonce tout cela à Dany, je sens ce souffle de soulagement derrière le téléphone. Nous avons clôturé ce dossier par cet arrêt, par une parfaite reconnaissance de l'ensemble des préjudices corporels de Dany. Après un procès comme celui-là, tout ne s'arrête pas toujours à l'arrêt. Je vais être prudent sur ce que je vais dire parce qu'un avocat ne devient pas l'ami de ses clients par principe. Ce n'est pas le contrat, ce n'est pas notre rôle. La distance professionnelle protège tout le monde. Mais parfois, certaines affaires durent longtemps. Celle-ci avait commencé 8 ans auparavant. J'ai vu Dany quasiment tous les mois. Je l'ai accompagnée pour toutes les étapes. Pendant 8 ans, elle a apporté ses pièces, posé des questions, rappelé les Glénans, parlé de sa sœur, de son jardin, de son travail. Alors oui, le lien reste parfois entre l'avocat et ses clients. Et un jour après le procès, je me souviens de ce repas chez elle, d'un bœuf stroganoff. Ce souvenir, il est présent. Il est présent parce que il y a cette maison, ce jardin. Je vois encore ses gestes prudents, la façon dont elle se lève et les silences quand on évoque la mère omniprésente dans cette maison d'habitation.
Cette affaire a commencé avec une corde, mais ce n'est pas vraiment une histoire de corde, c'est une histoire de preuve. Prouver la chute, prouver les douleurs, prouver le métier, prouver la voile. La cour d'appel n'a pas tout rendu. La justice ne rend jamais tout. Mais elle a reconnu l'essentiel. L'accident n'avait pas seulement produit des blessures, il avait déplacé toute une vie. Vous venez d'écouter Hervé Gerbier raconte, un podcast produit par Victimes et Préjudice Avocats, réalisé par Alpcat Media. À bientôt.